l'enseignant est vilipendé. L'enseignant aujourd'hui est marginalisé. On va être un peu beaucoup plus, j'allais dire, précis, beaucoup plus explicite à ce niveau-là. Vous dites, il y a des quotas qui sont octroyés chaque année. Vous avez même rappelé 2850 places qui ont été, cette fois, finalement accordées ou octroyées l'an dernier. Mais vous dites que finalement, ce ne sont pas des vrais enseignants qui sont recrutés à la place. Oui, monsieur C'est Chisson. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont recrutés à votre place ou à la place des enseignants, j'allais dire? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on leur donne le quota, au lieu de prendre les vrais communautaires, les vrais bénévoles, ceux qui sont dans les salles de classe, ceux qui enseignent les enfants, au lieu de les recruter, bon, c'est le quota des parents, c'est le quota des amis et connaissances, ils recrutent les parents, ils recrutent leurs enfants. Vous êtes en train de dire, lorsqu'on a pris ce décret, voilà, la partie financière est bloquée, puisqu'ils ont dit jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ils sont conscients d'ailleurs, en le faisant, ils savaient que, bon, malgré les primes qu'ils ont énumérées, et il doit en avoir beaucoup, je crois, mais ces primes, vous ne les recevez pas jusqu'à nouvel ordre. Et ça fait quand même 6 ans que ce décret a été pris. C'est ça? Et donc aujourd'hui, Ça lorsque ferait vous pratiquement parlez 6 ans. de la partie financière, je vais terminer ma question par là, vous parlez de la partie financière. Que peut-on comprendre par là? Est-ce que vous réclamez l'exécution de la partie financière de ce décret à partir du jour où on va probablement le débloquer, ou aussi un rappel sur ce qui ne vous a pas été payé comme prime depuis la prise, évidemment, de cette note ou de ce décret? Bon, nous sommes en train de revendiquer, M. Christian Perrin, l'application de la partie financière. C'est-à-dire, dans ce décret, il y a également 20 primes. Les primes, il y en a 20. Nous sommes en train de Quelques-unes, revendiquer. on peut nous citer quelques-unes, deux, trois primes. Oui, par exemple, la prime de salissure, la prime de coup de chapeau, il y a plusieurs primes à l'intérieur. Voilà. Et donc, vous demandez l'application de la partie financière de ce décret. Le deuxième problème que vous avez signalé tout à l'heure, c'est le recrutement. Avant d'aborder un peu la question fondamentale du recrutement, je voulais également énumérer quelque chose pour essayer un peu de comparer un peu euh, qu'on appelle le point indiciaire d'un magistrat à celui d'un professeur de lycée. Je Vous vous en voyez, prie. Allez-y. le magistrat a été formé quand même par un enseignant. L'enseignant, c'est quand même, c'est lui qui forme toutes les coups de la société. Vous voyez, le magistrat aujourd'hui au Congo est payé à l'indice 4275. Quand vous prenez cet indice-là, vous multipliez par l'indice de base de la fonction publique, il a un salaire de 1 285 000. Donc, ça fait 6 fois le salaire d'un professeur de lycée. Voilà pourquoi nous revendiquons, nous sommes en train de revendiquer ce statut particulier. Parce que nous constatons que le secteur éducatif est comme marginalisé, est comme négligé. Nous sommes comme mis au bord du chemin. Voilà pourquoi nous revendiquons l'application de ce décret, notamment dans sa partie financière. Est-ce qu'on peut avoir Merci, une idée monsieur. sur le point indiciaire de la, comment on appelle ça, des enseignants maintenant là? Merci, monsieur Christian Perret. Bon, un PCL, c'est-à-dire process fait de lycée, quand il finit à l'ENS, il est payé à l'indice de 730. 730. Tandis que le magistrat est payé à l'indice de 4275. Vous voyez l'écart? Il est incommensurable, monsieur Christian Perret. Il est incommensurable. 730, 4275. Vous voyez? Alors que, Donc, comme selon vous le quand disiez même. tout à l'heure, ce sont des enseignants qui forment tout ce monde, qui forment les soldats, qui forment les magistrats, qui Exactement. forment tous les, en fait, j'allais dire, les, ben voilà, les Exactement. fonctionnaires. Et curieusement, c'est l'enseignant qui est, bon, voilà, qui est le pauvre parent, comme on le dit, payé à l'indice 730. Et donc, vous voulez qu'on puisse rehausser le point indiciaire, c'est ça? Si, comme déjà, il y a un décret qui existe, le décret a été déjà signé. Nous demandons juste l'application de ce décret.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui porte sur l'éducation. Vous le savez peut-être que dans quelques semaines, j'allais dire 5 semaines, c'est la rentrée scolaire au Congo-Brazzaville, mais les enseignants menacent d'aller en grève. Nous allons tenter de comprendre les mobiles avec Monsieur Nino Enaemo, président national du syndicat Avenir des enseignants du Congo. Bonjour, Monsieur Nino. Bonjour, monsieur Christian Perrin. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, d'ici là, on devrait normalement parler de la rentrée scolaire le 1er octobre 2024, comme on le disait lorsqu'on était encore tout petit. Le 1er octobre, c'est le jour de la rentrée scolaire à Brazzaville, rentrée scolaire 2024-2025. Mais seulement, voilà, apparemment, les enseignants que vous êtes, puisque vous êtes le représentant du syndicat, vous êtes président, je l'ai dit tout à l'heure, du syndicat Avenir des enseignants du Congo, vous ne semblez pas être motivé pour cette rentrée scolaire. Que se passe-t-il concrètement? Monsieur Christian Perrin, je vous remercie primo pour m'avoir reçu sur votre plateau d'or. Merci. Et je demande encore merci pour cet échange synalagmatique. Merci beaucoup. Alors, nous, avec les enseignants du Congo en sigle AEC, nous avons préavisé le gouvernement en déposant sur la table du gouvernement un cahier de charge avec des points bien précis. Donc, nous attendons que le gouvernement de la République nous appelle pour qu'on discute sur ces points nodaux ou sur ces points névralgiques afin que l'année scolaire 2024-2025 soit une année apaisée. Et donc, cela dit, vous avez quelques revendications puisque vous parlez d'un cahier de charge. Est-ce qu'on peut comprendre avec vous ce que vous demandez concrètement au gouvernement congolais? Nous avons déposé un cahier de charge. Dans ce cahier de charge, il y a des points bien précis. Primo, nous revendiquons le statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale. Secondo, nous avons également épinglé le problème du recrutement des enseignants. Terceau, nous avons également inséré le point. Nous constatons un désordre bien orchestré dans l'organisation des examens d'État. Nous avons également le problème gigantal de la bourse des enseignants volontaires, des enseignants communautaires et également le salaire des fonctionnaires numéraires. Il y a encore un problème, Oui. le problème de la reconnaissance de la première prise de service. Voilà, Monsieur Christian Perrin, donc les points nodaux ou des points névralgiques que nous allons aujourd'hui implémenter ou développer avec vous sur ce plateau d'or. Est-ce qu'on peut savoir avec vous depuis quand avez-vous déposé ce cahier de charge et quel a été le retour? Monsieur Christian Perrin, ça fait pratiquement une semaine que nous avons déposé ce cahier de charge. Ça fait une semaine de cela que nous avons déposé un cahier de charge. Alors donc jusque-là, le gouvernement ne vous a pas répondu, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nous, notre mission, nous sommes en train d'appliquer la procédure syndicale, Monsieur Christian Perrin. Nous, en tant que partenaires sociaux, nous avons déposé un cahier de charge. C'est une façon pour nous de revendiquer les droits. Donc, quitte au gouvernement de nous appeler pour qu'on discute ensemble. Généralement, lorsque vous engagez de telles démarches, vous êtes souvent considérés comme des détracteurs, voilà, des opposants au régime. C'est quoi cette affaire? Est-ce qu'on peut d'abord comprendre cela avant qu'on avance sur les points que vous venez d'énumérer? Merci, Monsieur Perrin. Vous avez tellement raison, vous avez raison de le dire, mais je vais essayer un peu de rappeler
également à nos autorités que nous, syndicalistes, nous ne sommes pas des adversaires politiques. Le syndicat est apolitique. Nous sommes des partenaires sociaux avec le gouvernement de la République. Nous ne sommes pas les adversaires, nous ne sommes pas les ennemis. Notre mission, c'est de défendre les droits des travailleurs, c'est-à-dire les droits des enseignants, conformément à l'article 184 du Code du travail qui dispose que les syndicats professionnels ont pour mission principale la défense des droits et des intérêts collectifs, moraux, matériels et individuels des travailleurs. Donc, nous, notre mission, c'est défendre les droits des travailleurs. Nous ne sommes pas les adversaires. Ils nous prennent comme des adversaires, comme des ennemis. Notre mission, c'est de défendre, non seulement de défendre, c'est aussi de moucharder ou de dénoncer les mauvaises pratiques, M. Perrin, les pratiques nauséabondes, les pratiques abjectes. Ce que nous constatons, on est obligé de les dénoncer. Voilà notre mission. Et je rappelle encore que nous sommes également protégés par la loi. Parce que la Constitution, c'est l'acte de son République, M. Perrin. L'article 32 de la Constitution du 21 octobre 2015 dispose qu'à l'exception des magistrats et les agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis par la Constitution. Aucun citoyen congolais n'est au-dessus de la Constitution, M. Perrin. Même l'article 50 le dit, que tout citoyen congolais doit se conformer à cette Constitution. Même le président de la République se conforme à cette Constitution-là. Est-ce qu'il est arrivé, pardon Nino, il est arrivé des moments où vous avez senti menacé lorsque vous revendiquez évidemment les droits des travailleurs? Exactement, M. Perrin. Il y a des menaces. L'année passée, M. Perrin, nous avons décrété une grève. Nous avons reçu les menaces. On nous a menacés. Il y a même certains enseignants qui ont été victimes. On a retiré les emplois du temps à certains collègues. Donc, il y a des menaces. Voilà pourquoi j'ai pensé d'abord m'arc-bouter sur la loi. Parce que nous sommes au-dessus de la loi, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, dans du contrat social. Nous sommes au-dessus de la loi. Et donc, lorsque vous dites le retrait, c'est ce que j'ai semblé comprendre tout à l'heure, retrait des emplois du temps, c'est ça? Oui, M. Ça Perrin. veut dire quoi concrètement, pour ceux qui nous suivent, bien sûr? Quand on vous retire Voilà. les emplois du temps, ça veut dire quoi? On vous empêche ou on vous interdit de continuer à faire cours, c'est ça? Oui, c'est une façon d'interdire. On vous interdit de faire cours. L'année passée, il y a des enseignants qui ont été victimes. On a arrêté les emplois du temps. Alors, c'est une forme, donc, évidemment, de menace, vous l'avez dit tout à l'heure, et de violation aussi de la loi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, en dehors des magistrats et des militaires, les autres corps de la fonction publique ont le droit de revendiquer d'aller en grève. Alors, parlons donc du premier point que vous avez énuméré tout à l'heure, le statut particulier. C'est une manière de nous dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes évidemment le 11 septembre 2024, les enseignants n'ont pas un statut particulier, c'est ça? Merci, M. Perrin. Les enseignants n'ont pas un statut particulier comme les magistrats, comme les médecins. Nous n'avons pas un statut particulier. Les magistrats ont un statut particulier, les médecins ont un statut particulier, mais nous, les enseignants, n'avons pas un statut particulier. Alors, le président de la République, en 2018, avait pris l'initiative de donner un statut particulier au cadre du ministère de l'Éducation nationale. Si bien qu'un décret a été pris et signé par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Voici le décret. Le décret est là. Vous pouvez, par contre, nous communiquer les références de ce décret pour ceux qui voudront aller lire, bien sûr. C'est le décret numéro combien, ça? Le décret numéro 2018, Oui. 467 du 9 décembre 2018. Oui. Et donc. Portant statut particulier. Portant statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale. Et où se trouve donc le problème, puisque finalement le décret est là?
Où se trouve le problème? Le, alors, merci, Monsieur Christian. Dans ce décret, Monsieur Christian, il y a également deux parties éléphantesques. Il y a la partie administrative et la partie financière. Donc, il y a deux parties. La partie administrative, elle est déjà appliquée. Il reste la partie financière, qui jusqu'aujourd'hui est verrouillée. Lorsque vous Donc, dites, pardon, nous, moi c'est beaucoup plus pour les petits détails hein, qui permettront évidemment à nos téléspectateurs de comprendre. Lorsque vous dites voilà. la partie administrative est déjà exécutée, il reste la partie financière qui demeure bloquée depuis 2018, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La partie financière, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par Bon, là? quand on parle, nous avons ici les primes qui sont mentionnées dans ce décret-là. Il y a des primes qui sont mentionnées dans ce décret. Et jusqu'aujourd'hui, ces primes-là n'ont pas d'effet. C'est ça le problème. Voilà pourquoi on s'interroge. Le président a pris un décret qui n'a pas d'effet financier. Donc, nous sommes en train de revendiquer, Monsieur Christian Perrin, la partie financière de ce décret-là. Donc, vous disiez que lorsqu'on a pris le statut particulier des médecins, aussitôt, hein, c'était même automatique. La partie financière était déjà en cours également. Le statut particulier, vous avez dit tout à l'heure aussi, puisqu'il y en a aussi hein, pour les hommes, comme qui dirait les agents des forces de l'ordre, les FAC. Voilà, les forces armées congolaises ont un statut particulier aussi chez eux. Je crois que la partie financière aussi est exécutée. Et donc, chez vous, le problème se pose au niveau de la partie financière, c'est-à-dire les primes, comme vous avez dit, ne sont pas payées depuis 2018, c'est ça. Merci, Monsieur Perrin. Notamment, c'est l'article 67 de ce décret-là qui dit ceci, que les modalités de paiement des primes et indemnités prévues aux articles 54 et 55 de ce présent décret ne produisent aucun effet jusqu'à nouvel ordre. Donc, le décret a été verrouillé. Alors, ce que nous demandons, c'est quoi? Enseignants. Le président a pris déjà un décret. Nous avons besoin d'un texte, un arrêté d'application. Donc, les ministres chargés de l'enseignement doivent prendre un arrêté interministériel, un arrêté d'application pour appliquer ce décret. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a un silence de cimetière. Aucun ministre n'a pris l'initiative d'initier un arrêté allant dans ce sens. Voilà Donc, pourquoi pardon, nous Lino, revendiquons. c'est aussi pour nous une manière de comprendre les choses. Vous êtes en train de dire, lorsqu'on a pris ce décret, voilà, la partie financière est bloquée, puisqu'ils ont dit jusqu'à nouvel ordre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ils sont conscients d'ailleurs, en le faisant, ils savaient que, bon, malgré les primes qu'ils ont énumérées, et il doit en avoir beaucoup, je crois, mais ces primes, vous ne les recevez pas jusqu'à nouvel ordre. Et ça fait quand même 6 ans que ce décret a été pris. C'est ça. Et donc aujourd'hui, Ça lorsque ferait vous pratiquement parlez 6 ans. de la partie financière, je vais terminer ma question par là, vous parlez de la partie financière. Que peut-on comprendre par là? Est-ce que vous réclamez l'exécution de la partie financière de ce décret à partir du jour où on va probablement le débloquer ou aussi un rappel sur ce qui ne vous a pas été payé comme prime depuis la prise, évidemment, de cette note ou de ce décret? Bon, nous sommes en train de revendiquer, M. Christian Perrin, l'application de la partie financière. C'est-à-dire, dans ce décret, il y a également 20 primes. Les primes, il y en a 20. Nous sommes en train de Quelques-unes, revendiquer. on peut nous citer quelques-unes, deux, trois primes. Oui, par exemple, la prime de salissure, la prime de coup de chapeau, il y a plusieurs primes à l'intérieur. Voilà. Et donc, vous demandez l'application de la partie financière de ce décret. Le deuxième problème que vous avez signalé tout à l'heure, c'est le recrutement. Avant d'aborder un peu la question fondamentale du recrutement, je voulais également énumérer quelque chose pour essayer un peu de comparer un peu qu'on appelle le point indiciaire d'un magistrat à celui d'un professeur de lycée. Je vous en Mais prie. Allez-y. le magistrat a été formé quand même par un enseignant. L'enseignant, c'est quand même
c'est lui qui forme tout le coût de la société. Vous voyez, le magistrat aujourd'hui au Congo est payé à l'indice 4275. Quand vous prenez cet indice, vous multipliez par l'indice de base de la fonction publique, il a un salaire de 1 285 000. Donc, ça fait 6 fois le salaire procédé ici. Voilà pourquoi nous revendiquons, nous sommes en train de revendiquer ce statut particulier. Parce que nous constatons que le secteur éducatif est comme marginalisé, est comme négligé. Nous sommes comme mis au bord du chemin. Voilà pourquoi nous revendiquons l'application de ce décret, notamment dans sa partie financière. Est-ce qu'on peut avoir Merci, une idée monsieur. sur le point indiciaire de la, comment on appelle ça, des enseignants maintenant là? Merci, monsieur Christian Perret. Bon, un PCL, c'est-à-dire procès c'est fait des lycées, quand il finit à l'ENS, il est payé à l'indice de 730. 730. Tandis que le magistrat est payé à l'indice de 4275. Vous voyez l'écart? Il est incommensurable, monsieur Christian Perret. Il est incommensurable. 730, 4275. Vous voyez? Alors que, Donc, comme cela vous le quand disiez même. tout à l'heure, ce sont les enseignants qui forment tout ce monde, qui forment les soldats, qui forment les magistrats, qui Exactement. forment tous les, en fait, j'allais dire, les, ben voilà, les Exactement. fonctionnaires. Et curieusement, c'est l'enseignant qui est, bon, voilà, qui est le pauvre parent, comme on le dit, payé à l'indice 730. Et donc, vous voulez qu'on puisse rehausser le point indiciaire, c'est ça? Si, comme déjà il y a un décret qui existe, le décret a été déjà signé, nous demandons juste l'application de ce décret, monsieur Christian Perret. Nous revendiquons l'application de ce décret et c'est tout. Mais avant de continuer, Nino, est-ce que je peux savoir qui sont finalement membres de votre syndicat Avenir des enseignants du Congo? C'est tous les enseignants du Congo ou bien, parce qu'on nous parle des enseignants communautaires, des enseignants vacataires, des enseignants, je ne sais pas quoi dire encore, c'est tout ce monde-là qui fait partie de votre syndicat, c'est ça? Merci, monsieur Christian Perret. Dans notre syndicat, nous défendons les droits de tous les enseignants. Tous les Que tu enseignants. sois communautaire, que tu sois fonctionnaire, nous défendons les droits de tous les enseignants, conformément à l'article 184 du Code du travail. Nous défendons tout le monde. Parce que nous sommes les avocats incontestables des enseignants. Nous les défendons, tous. Alors, parlons maintenant du deuxième point, le recrutement. Alors, s'agissant de ce problème, monsieur Christian Perrin, avant d'aller dans la profondeur abyssale de ce problème, monsieur Christian Perrin, il faut quand même dénicher là où est caché le mal. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire? Monsieur Christian Perrin, je pense que tout le monde le sait, que tous les directeurs généraux sont nommés par décret présidentiel. Tous les directeurs généraux sont nommés par décret présidentiel. Mhm. Alors, le directeur général des ressources humaines du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, M. Fidel Otalou, a été nommé par décret présidentiel avec toutes les attributions. Alors, qu'est-ce que nous constatons, M. Christophe Perrin? Parce que c'est lui qui gère les quotas de recrutement. Comme il était déjà arrivé à la retraite, il a eu un rallonge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu, comme le ministre n'a pas le pouvoir de nommer un DG, lui, il a le pouvoir de proposer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont nommé un conseiller au sein du ministère de l'enseignement préscolaire primaire et secondaire, un conseiller chargé aux relations avec les syndicats. Ils ont retiré les attributions que le président a données à un directeur général. Vous voyez pas qu'il y a parjure? Il y a parjure. Ils ont retiré ces attributions, ils ont ramené au cabinet. Ils ont nommé un directeur de recrutement au sein même de cette direction. Et qu'est-ce que nous constatons? Même les attributions du monsieur le DAF a été retiré par le DRC, le directeur de recrutement. Et au finish, ils ont créé un réseau mafieux pour le recrutement. Alors, son excellent Denis Sassou Nguesso, qui s'évertue, qui inscrit le gouvernement chaque année en octroyant les quotas de recrutement chaque année, M. Christian Perrin. Si on dit que le président de la République ne donne pas les quotas, n'est-ce pas, le gouvernement, c'est assez faux. C'est du mensonge, c'est du pipeau.
chaque année, M. Christian Perrin, l'homme de Pilat fait un effort d'instruire le gouvernement, on donne les quotas. Par exemple, l'année passée, on a donné le quota au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de 2850 places. Nous avons la loi des finances. Alors, hélas, M. Christian Perrin, ce quota n'arrive pas au bon port. Ce quota, M. Christian, n'arrive pas au bon port. Au lieu de recruter les vrais enseignants, ils prennent, c'est un quota des parents, c'est un quota des amis et connaissances. Donc, le quota de l'enseignement, n'importe qui peut venir débrouiller son dossier et recruter. Voilà le souci, M. Christian Perrin. On va être un peu beaucoup plus, j'allais dire, précis, beaucoup plus explicite à ce niveau-là. Vous dites, il y a des quotas qui sont octroyés chaque année. Vous avez même rappelé 2850 places qui ont été, cette fois, finalement accordées ou octroyées l'an dernier. Mais vous dites que finalement, ce ne sont pas des vrais enseignants qui sont recrutés à la place. Oui, M. C'est Christian. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont recrutés à votre place ou à la place des enseignants, j'allais dire? Alors, nous avons deux types d'enseignants. Nous avions des enseignants finalistes. Les finalistes, ce sont ceux-là qui ont fini dans les écoles professionnelles de l'enseignement. Nous avons également les collègues, les enseignants communautaires, que nous appelons naturellement par les bénévoles et les prestataires. Je vais d'abord commencer par les enseignants communautaires, les bénévoles et les prestataires. Comment ça se passe chez eux? Alors, quand on donne le quota, ce quota-là est géré par les directeurs départementaux de l'enseignement. Le quota des enseignants communautaires est géré par les directeurs départementaux dans tous les départements du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe, M. Christian Perrin? Le ministre Jean-Luc Moutou avait pris une note demandant aux directeurs départementaux de l'enseignement de gérer ce quota-là en osmose ou en symétrie avec les autorités locales, c'est-à-dire le préfet, le maire, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on leur donne le quota, au lieu de prendre les vrais communautaires, les vrais bénévoles, ceux qui sont dans les salles de classe, ceux qui enseignent les enfants, au lieu de les recruter, bon, c'est le quota des parents, c'est le quota des amis et connaissances, ils recrutent les parents, ils recrutent leurs enfants. Voilà pourquoi les collègues là sont offusqués, ces collègues là sont choqués parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Je peux Pardon, prendre un exemple. Nino et Naemo. Nino et Naemo. Oui, monsieur. Vous avez dit, lorsque ces quotas arrivent, vous avez même parlé des préfets et des maires. C'est quand même Oui, curieux. J'ai bien oui. envie de savoir qu'est-ce qu'un maire, qu'est-ce qu'un préfet vient chercher dans les affaires de l'enseignement, surtout au niveau des recrutements. Est-ce que ça veut dire que il y a d'autres quotas qui sont gérés par ces maires-là, c'est ça, par ces préfets? Vous avez raison de poser cette question. Vous êtes étonné, mais c'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe au Congo, monsieur Christian Perrin. Quand le ministre prend une note, il demande au DD, c'est-à-dire aux autorités départementales, de gérer ces quotas ensemble. Et qu'est-ce que nous constatons? Les vrais bénévoles, là, ceux qui enseignent là, ceux qui sont devant le tableau, sont abandonnés à leur trésor. Bon, c'est le côté des parents, etc. Je vous prends un exemple par de M. Christian Perrin. Cette année-là, le ministre Jean-Luc Moutou nous avait reçu avec d'autres syndicats. Nous a demandé de déposer des dossiers des enseignants communautaires, c'est-à-dire ceux qui nous sont avec nous dans le syndicat, dans les vrais enseignants. Nous avons déposé auprès de la directrice de cabinet les dossiers que le ministre avait instruits pour recruter les collègues communautaires qui sont avec nous. Vous savez que c'était une duperie. C'est-à-dire, C'était une duperie. C'était une tromperie, monsieur Christian Perrin. Nous avons déposé les dossiers de façon officielle par rapport aux accords que nous avons signés avec le ministre. Nous avons déposé ces dossiers auprès de la DIRCAP dès qu'il avait instruit. Aucun dossier n'est sorti, monsieur Christian Perrin. Aucun dossier. Mais nous constatons, quand on affiche qu'on appelle, on affiche les listes,
Et ceux qui ont reçu les textes, non, on voit les noms des enfants de certaines autorités. On voit leurs noms. Et c'est choquant. En dehors de ça, messieurs qui sont périns, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le président de la République, est revenu au pouvoir, le premier ministre, après que le président est revenu au pouvoir, c'est le ministre Ndila. Après le ministre Ndila, c'est Madame Rosalie Kama-Nyamayoua. Après Rosalie Kama-Nyamayoua, c'est le ministre Elo Mampouya. Après, c'est le ministre Kouliné, actuel premier ministre, et le ministre Moutou. Qu'est-ce que nous constatons? Du ministre Ndila jusqu'à Mampouya, toutes les lettres de transmission étaient affichées au grand public, au grand jour, à l'INERA. Les enseignants venaient voir qui est sélectionné, qui n'est pas sélectionné. Mais aujourd'hui, M. Christian Perret, ils ont caché les lettres de transmission. Ils ont fait de ça un mythe. Ils ont fait de ça un fantasme, M. Christian Perret. Il y a Anguille Souroche. Alors, si j'ai bien compris, vous avez cité enfin, les ministres qui se sont succédés d'ailleurs à l'enseignement, et lorsqu'arrive Anatole Koliné-Makosso à l'enseignement, à ce moment-là, vous constatez que les lettres de transmission ne sont plus affichées. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est par là que commence finalement la haute mafia, s'il faut le dire, toute cette tricherie que vous êtes en train de dénoncer, notamment sur les recrutements? C'est avec le ministre Kouliné que nous avons constaté ces mauvaises pratiques-là. Parce que les lettres de transmission ne sont pas affichées au grand public. Qui saura que je suis recruté? Qui saura que je suis sélectionné? Voilà le problème. En fait, c'est une manière pour eux comment on appelle ça, d'entretenir l'opacité, question de ne pas, en fait, vous permettre de savoir qu'ils ont finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, recruté les parents, parce que s'ils affichent ça, tout le monde se rendra compte que, ben voilà, on a recruté les parents à la place des enseignants. Évidemment, monsieur Christophe, vous avez raison. Les gens sauront que l'enfant d'un tel est sélectionné. Or, à l'époque, autour de Mme Kamar, autour de Lomampouya, les lettres de transmission étaient affichées. Et les enseignants venaient voir qui est sélectionné, qui n'est pas sélectionné. Aujourd'hui, monsieur Christophe Perret, ils ont fait de ces lettres un mythe. Et nous demandons au ministre Moutou, au ministre Manguessa, ça vaut de la peine de cacher les lettres de transmission. S'ils cachent ces lettres de transmission-là, donc il y a Anguille sous roche, monsieur Christophe Perret. Il y a Anguille sous roche. Ça veut dire que ces pratiques-là continuent jusqu'à maintenant, c'est ça? Ça continue, monsieur Christophe Perret. Ça continue. Ça continue, monsieur Christophe Perret. Les enseignants sont lésés. Alors, on va passer donc à notre point, parce que le temps aussi nous tient, c'est l'organisation des examens d'État. Il se passe des choses au niveau de l'organisation des examens d'État, c'est ce que vous nous avez dit. Il y a un réel problème, monsieur Christophe Perret, dans l'organisation des examens d'État en République du Congo. L'enseignant n'est plus respecté comme avant, monsieur Christophe Perret. Aujourd'hui, l'enseignant est vilipendé. L'enseignant est vilipendé. L'enseignant aujourd'hui est marginalisé. Je pense que les missions d'État, les missions des enseignants, ce sont des missions qui ne concernent que les enseignants, monsieur Christophe Perret. Mais nous sommes quand même déçus. Nous sommes quand même déçus. Lors des examens d'État, au lieu de prendre parfois un enseignant qui est devant le tableau, qui a enseigné d'octobre jusqu'en juin, nous sommes parfois estomaqués. On prend quelqu'un qui n'a aucun lien avec l'enseignement. Il est chef de centre. Vous voyez? Est-ce que vous m'en faites comme ça? Là, nous tirons le pays vers le bas. Et lorsque nous fustigeons, les gens pensent que nous sommes mauvais. C'est comme un examen d'État. Est-ce qu'un enseignant, M. Christian Perret, permettez-moi, un enseignant peut-il aller présenter un journal à la télévision nationale congolaise? C'est possible? Non, c'est une Est-ce qu'un enseignant, ça ne passe pas comme ça. Est-ce qu'un enseignant peut-il aller dans une caserne militaire, donner des instructions dans une caserne militaire? C'est possible? Je pense que c'est une gageure. C'est une gageure. Mais, alors, donc, je vais récapituler. Pardon, merci beaucoup, Nino, merci. Oui. Vous êtes en train de dire que lors des examens d'État, bon, là encore, oui, c'est comme d'habitude,
On prend des parents ou des connaissances qui viennent d'autres domaines pour venir, voilà, assurer ces examens, alors qu'on pouvait utiliser, comme vous l'avez dit tout Les à l'heure, enseignants. les chefs de centre, on pouvait utiliser les enseignants, parce qu'évidemment, c'est leur Voilà, domaine. C'est leur voilà. voilà champ d'activité. Mais on va chercher d'autres personnes qui le font à votre place. Et tout ça parce qu'ils sont payés, c'est ça, parce qu'il y a des primes qu'ils reçoivent. C'est-à-dire quand il s'agit de ces primes, on éloigne, on écarte les enseignants, on va chercher les parents, alors que ce sont des enseignants qui, pendant 9 mois, sont là devant les élèves et le tableau. Mais lorsqu'il s'agit des examens, parce qu'on sait qu'il y a des primes, on va chercher d'autres parents pour assurer évidemment l'organisation de ces examens. C'est ça. Monsieur Christian Perret, mais il y a un problème. Mais le point, c'est quoi? C'est le problème des pourcentages. Les gens ont fait le 5 fois de commerce. Je mets ton nom, vous êtes chef de centre, à la fin, vous me donnez un pourcentage. C'est ça le problème. Le réel problème, c'est celui-là. Donc, je mets ton nom, vous êtes chef de centre quelque part, comme nous connaissons tous les fonds de mission, c'est 6 000 francs par jour. On vous envoie un fonds, on a dit voilà, vous avez 10 jours, vous avez 5 000, moi j'ai plus de 160 000 francs, et vous donnez à celui qui a eu le nom. Nous Finalement, condamnons, monsieur vous qui êtes, sont excusez, nous apprenons nous des choses. condamnons, Oui. excusez un peu, nous condamnons, nous critiquons ce modus operandi. C'est-à-dire que c'est la façon de faire. Nous condamnons, nous critiquons ce modus operandi. Et donc, mais moi, je suis en train de comprendre, voilà pourquoi j'étais en train de sourire et les téléspectateurs vont nous en excuser. Voilà. Finalement, les gens saisissent toutes les occasions pour se faire les poches. C'est curieux euh, Voilà. de voir ça au Congo-Brazzaville. C'est malheureux, c'est triste. Mais bon, ce sont des pratiques de chez nous, comme qui dirait. Et donc, il y a l'organisation des examens d'État. Et ceux qui sont souvent à la saisie de ces notes ou de ces, comment dirais-je, des procès-verbaux, ce ne sont pas les enseignants non plus, comprends? Monsieur Christian Perrin, vraiment, je vous dis, euh, je suis tellement très choqué et ça donne même l'envie de pleurer, monsieur Christian Perrin. Ça donne l'envie de pleurer. Mais le BPC, c'est comme un examen d'État. Le bac, c'est comme un examen d'État. On appelle bien examen d'État. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui avec le ministre Moutou? Si on dit, les gens pensent que nous, on est contre lui. Nous ne sommes pas contre lui. Nous ne sommes pas ses ennemis. Bon. Qu'est-ce que nous constatons pendant la saisie? Il y a même les enfants de seconde, les enfants de première, les élèves de la terminale, parfois qu'on prend. Bon, il a un parent là-bas, et on met, il va saisir un examen d'État. C'est comme si au Congo, l'exemption n'existait plus. Est-ce qu'on fait comme ça? Si on se met à parler, on est mauvais. On se met à dire, on est contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Si le ministre Moutou n'est pas informé, des mauvaises parties se passent. Mais je pense qu'à travers ces émissions-là servent de leçon aussi. Ils peuvent tirer profit pour essayer de revoir un peu comment son cabinet fonctionne. C'est ça le grand problème, M. Christian Perrin. Donc, vous êtes en train Il y de avait les dire, élèves à la saisie. à la saisie, on utilise parfois des élèves, c'est ça, voilà, qu'on paye pour saisir les notes, saisir les procès-verbaux et tout ce qui va avec les examens. Et là, si j'ai posé la question expressement parce que nous avons eu vent qu'il y a des élèves qui se plaignaient, qui, après avoir probablement bien travaillé, ils ont vu même leurs notes et souvent il y a eu parfois, bon, c'est ça le terme, détournement. Voilà, des résultats où les résultats qui étaient pour X se retrouvent avec Y. Et voilà pourquoi je pose cette question, parce que là, je viens de comprendre que à tous les niveaux, il y a comme une négligence. Et tout ça parce que les gens veulent se faire des poches. Vous avez raison, M. Christian Perrin. Pourquoi ne pas mettre des enseignants? Les élèves qui prennent là, ils ne sont pas expérimentés. Ils sont inexpérimentés. Pourquoi ne pas prendre les enseignants qui sont expérimentés? C'est ça le gros problème. Pourquoi ne pas prendre les enseignants qui sont expérimentés? Nino et Naïmo, nous allons passer à un autre point. C'est vrai que nous n'allons pas tout aborder aujourd'hui. C'est le problème des bourses des enseignants communautaires, des vacataires, bien entendu. Que se passe-t-il à ce niveau?
Alors, concernant la bourse des enseignants communautaires, bon, ces enseignants, déjà 2 trimestres, un retard de 2 trimestres, on ne les paye pas. Les finalistes aussi, ou les volontaires, ont aussi quelques mois qu'on ne leur paye pas. Donc, nous demandons au gouvernement de la République de penser à eux. Il faut qu'on leur paye quand même. Il y a aussi le problème des fonctionnaires numéraires, ceux qui perçoivent au trésor public. Ils sont fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires. Mais ça fait pratiquement 3 mois que les fonctionnaires numéraires ne sont pas payés. Quelles sont les fonctions publiques-là qui fonctionnent à double vitesse? Il y a les fonctions qui sont payées et d'autres ne sont pas payées. Parce ils perçoivent au trésor. Ça fait 3 mois que les fonctionnaires numéraires ne sont pas payés. Donc, nous demandons, nous exigeons qu'on leur paye, que ce soit les communautaires, que ce soit les volontaires et les enseignants numéraires. Il faut qu'on leur paye. Voilà, je crois que nous sommes aussi à la fin de cette émission. Nino Enaemo, je rappelle que vous êtes président national du syndicat Avenir des enseignants du Congo. Et donc, du statut particulier des enseignants aux bourses des enseignants communautaires, en passant bien sûr par le recrutement, organisation des examens, tout ça rassemblé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que vous devriez aller en grève, c'est-à-dire, on parlerait en d'autres termes, boycotter carrément la rentrée scolaire 2024-2025. Je réitère que nous avons déposé un cahier de charge avec des points précis. Nous attendons que le gouvernement nous appelle pour qu'on discute ensemble, pour trouver une solution idoine à ces problèmes-là. Si le gouvernement de la République ne nous reçoit pas, si nous ne sommes pas reçus par le gouvernement, pour essayer un peu de ressasser, examiner ces problèmes-là, discutons ensemble avec le gouvernement. Et je pense que le 1er octobre 2024, je pense que la rentrée scolaire sera une illusion, un mythe. Oui, mais souvent, on a aussi constaté qu'il y a des doublons. Quand je dis des doublons, c'est-à-dire des syndicats comme les vôtres, sérieux, en train de défendre voilà, les droits des travailleurs, des enseignants. Et après, il y a d'autres syndicats qui naissent, je ne sais pas, dans un coin de la rue, qui viennent à la dernière minute comme pour voilà, balayer d'un revers de main tout ce que vous êtes en train de dire. Et parfois, c'est même ces syndicats qui proclament finalement la suspension de la grève et en fait un boycott de ce genre. Merci, monsieur Christian Perrin. Ceux-là, en réalité, ne sont pas syndicalistes. Ils ne sont pas syndicalistes. Mais ils sont efficaces hein, parce Parce que, qu'ils arrivent bon, quand même à boycotter vos grèves. j'arrive un peu, monsieur Christian Perrin. Eux, ils sont pas des syndicalistes. Ils sont des politiciens. Parce que, dans ce que nous revendiquons, je pense que tous les points que nous revendiquons, ce sont les points qui concernent les enseignants. S'ils se comportent ainsi, donc ils ne sont pas enseignants. Ils ne sont pas enseignants. Parce que les points que nous avons évoqués avec vous sur ce plateau d'or sont des points qui concernent tous les enseignants. Quel est l'enseignant qui va dire que non, le point ne lui concerne pas? Tous les points que nous avons développés avec vous sont des points qui concernent les enseignants. Mais s'il y a des collègues syndicalistes qui reçoivent de l'argent d'une autorité quelconque pour faire des déclarations attentatoires, des déclarations contraires, moi je les considère comme des cas de moyens. Ils sont des cas de moyens. Pourquoi je dis cas de moyens? Ce n'est pas parce qu'ils ont des licences, ils ont des maîtrises, ils ont des doctorats. Cas de moyens dans le raisonnement, cas de moyens dans la conception. Parce qu'un cas de supérieur dans le raisonnement ne peut pas accepter, pour l'intérêt général, aller prendre de l'argent d'une autorité pour boycotter L'intérêt général. le charge déposé par les autres. Voilà. Merci. Alors, comme qui dirait, on reconnaît les bons arbres par leurs fruits et c'est le cas de dire, c'est quand même des minables qui alors qu'on est en train de défendre l'intérêt ou les intérêts de tous les enseignants, voilà, un matin, vous verrez, comme on est en train de le dire là, ça va pas tarder, vous verrez qu'ils vont sortir du bois et pour venir faire des déclarations attentatoires, comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement. Et c'est aux enseignants, bien sûr, de les localiser, de les identifier et de les éloigner, bien entendu, de leurs organisations. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Nino Enaemo, je rappelle que vous êtes président national du syndicat Avenir des enseignants du Congo. Grand merci d'avoir été avec nous sur R7.
Merci, monsieur Christian Pirin. Je regrette beaucoup. Je regrette, faute de temps, vous avez compris que dans l'enseignement, il y a plusieurs points. Faute de temps, on allait développer tous ces points. Mais je Mais pense que non, on a encore le prochainement, temps, hein, pas de souci pour ça, on a le temps. R7 est là pour tout le monde, libre d'ailleurs d'accès. Vous pourrez revenir quand vous le souhaiterez pour qu'on continue à, évidemment, à traiter les points restants parce qu'évidemment, le temps, c'est le temps malheureusement au niveau de la télé. Et là, nous sommes à la fin. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous arrêter à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, comme merci, je dis, merci beaucoup, je vous en prie. Et merci donc d'avoir été disponible pour cela. Mesdames, Messieurs, c'est la merci fin. beaucoup. Merci, Mesdames, Merci beaucoup. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui, de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, les petits gestes, vous les connaissez désormais, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation, évidemment, des enseignants du Congo. Voilà, encore des fonctionnaires qui forment tout le monde, mais tout le monde sans exception. Passe par là les juristes, les soldats, les douaniers, je vais pas les citer tous, ils sont formés par les enseignants. Mais curieusement, au niveau du traitement, social, salarial. Les enseignants, c'est comme qui dirait le parent pauvre. Et ça ne peut pas s'expliquer. Comme on l'a dit tout à l'heure, les magistrats au Congo gagnent des millions, les généraux, donc les officiers de l'armée gagnent des millions. Au niveau de la santé, pareil. Mais quand vous arrivez chez les enseignants, c'est ici qu'on entendait dire qu'ils sont parfois payés à 10 000 francs CFA. C'est triste. Et c'est inadmissible, j'allais dire. Mais bon, nous, notre travail, c'est d'informer et c'est ce que nous venons de faire encore aujourd'hui. Merci. Et donc, on se retrouve prochainement. Merci.